Delatte. Christophe Delatte. Je vous ai raconté ici toutes sortes d'histoires criminelles, de toutes les époques et de toutes les régions de France, et même de l'étranger. Mais dès comme celle-là, je ne vous en ai jamais raconté. Jamais. C'est une histoire récente. Les faits remontent à mars 2013. Le procès d'assises a eu lieu en 2016. 2 meurtres commis dans le département de l'Aisne, dans la région des Hauts-de-France. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a au milieu du récit un incroyable rebondissement. Et pour le débrief tout à l'heure, je serai avec l'un des avocats de la partie civile, avocat de la famille de l'une des 2 victimes, maître Cyril Bouchaillou du barreau de Laon. Vous êtes là, maître ? Oui, bonjour. Bonjour à vous et à tout à l'heure. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Delatte. Voilà comment commence cette histoire absolument unique. Le crime presque parfait. Dans un petit village de la région de Compiègne, Caumont, 550 habitants. Le vendredi 15 mars 2013, aux alentours de 6h10, Myriam rentre chez elle retrouver son amoureux, Dominique, avec lequel elle vit depuis 2 ans. Tiens, le portail est ouvert. Elle se gare, elle arrive à la porte, elle n'a pas les clés, il n'y a pas de sonnette, elle frappe, fort. Pas de réponse. Et là, elle s'aperçoit que la porte est ouverte, en réalité. Elle entre, et dans l'entrée, elle voit son Dominique étendu dans une mare de sang, face contre terre, les pieds nus. Et elle crie « Dominique ! Dominique ! Réponds-moi, Dominique !» C'est qu'elle n'est pas sûre qu'il est mort. Alors elle appelle les secours. « Mon ami, il est allongé par terre, il baigne dans le sang. » Vous avez vérifié s'il respirait encore ? Non, elle ne l'a pas fait, mais elle ne peut pas le faire. Tout se sent. Elle ne s'en sent pas capable. Les pompiers arrivent, et il est mort. Dominique Laplace avait 45 ans. Et Myriam prévient tout de suite les 2 sœurs aînées de Dominique. Il a été assassiné. Il est mort dans l'entrée. Il y a du sang partout. C'est une horreur. Et les gendarmes arrivent, et ils se penchent sur le corps. Ouais, ça ressemble à un coup de couteau, au niveau du cœur. T'as vu là, sur les mains ? Sur les mains du cadavre, il y a des coupures. Il s'est protégé, il s'est défendu avant de mourir. Il a lutté avec son assassin. Les TIC, les techniciens en identification criminelle, débarquent et ils ne trouvent strictement rien. Pas une trace ADN, pas une empreinte digitale, pas un cheveu, pas un poil, rien. C'est rare ça. Dans les crimes d'aujourd'hui, la police scientifique trouve presque toujours quelque chose. Mais là, étrangement, rien. Donc on attend beaucoup de l'autopsie. D'après le médecin légiste, Dominique Laplace a reçu un coup de couteau en plein cœur, un seul, qui l'a tué d'un coup, en moins d'1 minute. La plaie fait 4 cm de large sur 10 cm de profondeur. Et il pense que le meurtre a eu lieu entre 22h et 23h la veille, le jeudi soir, donc le 14 mars. Lui aussi relève les entailles sur les mains. Mais il a trouvé autre chose. Après sa mort, on s'est déchaîné sur ce cadavre. On l'a roué de coups sur la tête. La police scientifique n'a donc rien trouvé. Donc c'est parti pour de la police à papa, à l'ancienne, façon Colombo. Et donc il faut d'abord répondre à la première question. Qui est le mort ? Qui est Dominique Laplace ? Est-ce qu'il avait des ennemis ? Est-ce qu'il avait des embrouilles ? Et si oui, avec qui ? Dominique Laplace avait 45 ans, il était éducateur spécialisé depuis 18 ans. On interroge son entourage, ses collègues, un brave type, sans problème, qui avait 2 passions, la nature, la forêt et l'archéologie.
Il avait d'ailleurs un détecteur de métaux, vous savez, une poêle à frire, avec laquelle il cherchait des pièces anciennes. On en trouve dans la région. Voilà, un brave type. Il était avec Myriam depuis 2 ans, c'est une ancienne copine de lycée. Rien qui dépasse, apparemment. Sauf que la sœur, Françoise, vient assez vite voir les gendarmes. Oh ben moi je sais qui l'a tué. Françoise. Sa sœur s'appelle Françoise, et elle va tout droit à la gendarmerie proposer un suspect, ou plutôt une suspecte. Vous savez, il y avait une femme très nuisible dans l'entourage de mon frère. Une femme redoutable. C'est Véronique, son ex. Moi, dès que j'ai su ce qui lui était arrivé, j'ai pensé tout de suite à elle. Son nom? Quel est son nom? Véronique Pierret. P-I-E-2-R-E-T. Et là, la sœur se met à raconter. Cette Véronique Pierret a vécu 13 ans avec Dominique. C'est une belle femme, rousse, plutôt séductrice, assez délurée, très chérie. Elle est infirmière, et c'est d'ailleurs à l'hôpital qu'elle a rencontré Dominique, qui venait d'avoir un accident de voiture. Il s'était cassé le fémur. Et il s'est retrouvé dans son service. Et voilà, ça a duré 13 ans. Avec des hauts et des bas, d'après ce que dit la sœur. Des disputes, des réconciliations, et encore des disputes. Et finalement, au bout de 13 ans, la rupture. Savez-vous qui est à l'origine de cette rupture, madame? Ah ben lui, il n'en pouvait plus. Et donc il l'a quitté. Oui, et à partir de là, elle n'a eu qu'une idée, c'est de lui pourrir la vie. Elle lui a balancé un pot de fleurs à la figure. Elle lui a cassé toutes les dents, vous savez. Et la sœur dit que ça s'est aggravé quand Dominique a refait sa vie avec Myriam. Elle ne supportait pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Vous savez ce qu'elle lui a dit un jour? Elle lui a dit « Je te crèverai, et tu sauras pas quand ». Et depuis, je vous dis la vérité, il avait peur d'elle. La sœur n'est pas la seule à montrer cette Véronique du doigt. D'autres proches viennent dire que c'est elle, que c'est forcément elle, que c'est Véronique Pierret. Et donc les gendarmes vont la voir chez elle, à Saint-Gobain. Bonjour madame. Gendarmerie nationale. Nous pouvons entrer un instant? Je vous en prie. L'accueil est impeccable. Elle est courtoise, aimable, elle n'a pas l'air d'une femme sur ses gardes. C'est important, la première impression. Et puis elle marche avec des béquilles. On voit mal une femme aller commettre un meurtre clopin-clopant. Les gendarmes vont droit au but. Un certain nombre de personnes, madame, suggèrent que vous êtes mêlée à la mort de Dominique Laplace. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ben rien. Que je suis sous le choc. Que je comprends pas, j'y suis pour rien. Vous l'avez vu récemment? Oh, récemment, non. Là, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 6 mois, 7 mois, je pense. Vous savez, on a été liés avec Dominique, mais j'avais tourné la page. Peut-être. Mais en attendant, les gendarmes veulent savoir ce qu'elle a fait dans la soirée du 14 mars, veille de la découverte du corps, puisque le légiste estime que Dominique Laplace a été tué entre 22h et 23h la veille. Oh ben ça, c'est pas compliqué. J'étais chez moi. Je recevais mon neveu préféré, Mallory, et il m'a présenté sa nouvelle petite amie, Émilie. Et elle dit que ça s'est tellement bien passé après qu'ils se sont revus le lendemain soir, toujours chez elle. On vérifie. Le neveu Mallory et sa petite amie Émilie confirment. Ils ont bien mangé chez Tati Véronique, et le 14 et le 15 au soir. Elle a un alibi solide. Et si vous ajoutez à ça qu'elle a des béquilles et qu'elle est plutôt coopérante, les gendarmes se disent, ça n'est pas elle. Et à partir de là, l'enquête s'enlise. Aucune piste ne s'ouvre. C'est mal parti.
qui va sauver cette enquête, c'est un autre meurtre, commis le lendemain dans le même département de l'Aisne, mais cette fois à Laon, la préfecture, à 40 km de Caumont. Au début, les deux enquêtes sont séparées, elles sont parallèles. Mais je vous le dis tout de suite, quand les gendarmes vont s'apercevoir que ces deux meurtres ont un rapport, ils vont tomber sur une entreprise criminelle unique, hallucinante, d'une perversité redoutable. Mais n'allons pas trop vite, voilà ce qui se passe le lendemain à Laon, chez José Barrère, 47 ans, et sa petite amie, Laura. Vers 1h du matin, on frappe au volet de leur porte d'entrée. José Barrère ouvre la porte, mais pas le volet. « Qui c'est ?» De l'autre côté, une femme lui répond. « Bonsoir. J'ai rayé votre voiture en passant dans la rue. Je suis désolé. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un constat. » La petite amie raconte qu'à ce moment-là, José ouvre le volet, qu'il sort, elle est devant la télé, elle se lève, elle va à la fenêtre et elle voit une voiture démarrer en trombe. À l'intérieur, elle distingue deux silhouettes. Et là, elle sort et elle trouve son José couché en travers. Il a pris une balle dans la tête, mais il respire encore. Elle appelle immédiatement les pompiers. José Barrère est donc transporté à l'hôpital d'Amiens. Et il est placé en soins intensifs. D'après les médecins, il est conscient, il comprend ce qu'on dit, mais il peut pas parler. Et les gendarmes débarquent donc à l'hôpital avec une ardoise et un feutre. « Monsieur, est-ce que vous savez qui peut vous en vouloir ?» José Barrère est très diminué. Il a un mal fou à écrire. En tremblant, il écrit sur l'ardoise 3 lettres. E-M-L. Il y a une très grosse différence entre les deux meurtres. Quand les gendarmes arrivent chez Dominique Laplace, il est mort. Il ne peut pas dire « Je sais qui m'a assassiné, voici son nom ». Alors que José Barrère, il est vivant, mal en point, mais vivant. Il ne peut pas parler, mais d'après les médecins, il est conscient. Alors les gendarmes lui tendent une ardoise et un feutre et ils lui demandent d'écrire qui a voulu le tuer. Et il écrit 3 lettres. E-M-L. Et là, les gendarmes se tournent vers sa petite amie. « Vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire, vous ?»« Oh oui, bien sûr. À mon avis, ça désigne son ex. Émilie Viseur. Son ex et la mère de leurs enfants. Entre eux, c'est d'ailleurs ça le problème du moment, la garde du petit dernier. Émilie, la mère, vient d'être condamnée pour non-présentation d'enfants. Ça fait un mobile, un sacré mobile. Tuer le père règle la question de la garde d'enfants. Ça la règle d'autant plus que José Barrère est mort. Il meurt le 24 mars, 8 jours après son arrivée à l'hôpital. Et là, je m'arrête 2 secondes pour voir si vous suivez et vérifier que vous faites le même chemin que les gendarmes au même moment. C'est Émilie, là, qui est soupçonnée d'avoir tué son ex, José, à coups de carabine. Est-ce que ça serait pas la même que l'Émilie qui apparaît dans le dossier du meurtre de Dominique Laplace? Vous savez, la petite amie du neveu préféré de Véronique. Elle s'appelle Émilie, elle aussi. Eh bien, c'est la même. C'est la même Émilie qui fournit, avec son petit copain Mallory, un alibi à Véronique Pierret. Elle n'a pas pu tuer son ex Dominique puisqu'elle dînait avec nous, et qui maintenant, dans un 2e meurtre, qui a lieu le lendemain du précédent, est désignée par la victime, juste avant de mourir. C'est la même.
Est-ce que ça peut être une coïncidence? À 24 heures d'intervalle, évidemment que non. Alors accrochez-vous. Le stratagème que vous allez découvrir maintenant est absolument diabolique. Huit mois après les deux assassinats, les gendarmes vont donc chercher Émilie Viseur et Véronique Pierret, chacune chez elle, et ils les placent toutes les deux, séparément, en garde à vue. Et ils voient tout de suite que Véronique Pierret est une coriace, alors qu'Émilie Viseur est plus fragile. C'est sur elle qu'ils mettent la pression. Et au bout de 10 heures de garde à vue, la Miss se déballonne. J'ai quelque chose à vous dire. On vous écoute? Je sais qui a tué José Barrère et Dominique Laplace. Dites-le alors. C'est Mallory. Il m'a avoué qu'il avait tué Dominique avec sa tante Véronique. Et il m'a dit aussi que c'était eux qui avaient tué José Barrère. Elle se donne le beau rôle. Elle est au courant, mais elle n'y était pas. Elle n'a rien dit parce qu'il l'a menacée. Mallory et Véronique m'ont dit que si je parlais de quoi que ce soit, ils s'en prendraient à moi et à mon fils. Donc, il y avait aussi Mallory, le neveu préféré dans le coup. Donc on va le chercher, on le place, lui aussi en garde à vue. Et c'est lui qui révèle le cadre incroyable de ce double meurtre. D'abord, c'est lui qui les a tués tous les deux. Et Dominique Laplace et José Barrère. Et voilà pourquoi. Il a été le bras armé d'un pacte noué entre les deux femmes. Émilie Viseur, sa petite amie, et Véronique Pierret, sa tati. D'après ce qu'il dit, c'est Émilie qui lance le bal. Un jour, elle dit « Je n'en peux plus de José. Fais quelque chose. Débarrasse-moi de lui. » Sa petite amie lui demande de la débarrasser de son ex. Lui, il n'en est pas capable, mais il va demander conseil à sa tati Véronique. Et elle leur propose à tous les deux un donnant-donnant. « Ok, Émilie. Si tu veux, je te donne un coup de main pour te débarrasser de ton mec. Mais en échange, il faut que vous m'aidiez à faire disparaître mon ex, Dominique. Ça vous va ? Donnant. Tu me règles mon problème, je t'aide à régler le tien. Voilà le pacte que nous, ces deux femmes. On a encore beaucoup de choses à apprendre sur ce pacte. Et en attendant, le 22 novembre 2013, après 8 mois d'enquête, Mallory Kubel est mise en examen pour assassinat et Véronique Pierret et Émilie Viseur pour complicité d'assassinat. Et tout le monde file en prison. S'il n'y avait pas eu de deuxième meurtre, il est probable que le premier n'aurait jamais été résolu. Il faut dire qu'ils avaient pris des précautions. Ils n'ont pas commis ces meurtres en amateurs. Et maintenant, pour juger des responsabilités des uns et des autres, de chacun des membres de ce trio, il faut comprendre ce qui s'est passé. Il faut reconstituer le scénario. Et voilà la conclusion à laquelle arrivent les gendarmes. À la demande de Véronique Pierret, il est décidé que Dominique Laplace doit être tué le premier et José Barrère le lendemain. La décision de tuer Dominique Laplace est prise le matin même. Véronique et Mallory y vont à deux, armés d'un couteau et d'une carabine. Et au dernier moment, Véronique sort un sac avec tout l'équipement nécessaire. Des perruques pour ne pas être reconnue, des bonnets pour ne pas perdre de cheveux et donc ne pas laisser de traces ADN, et des gants pour ne pas laisser d'empreintes digitales. C'est pour ça qu'on ne trouve aucune trace dans la maison. Ils s'étaient équipés. Tous les deux, Véronique et Mallory, prennent la direction de Caumont. Ils arrivent chez Dominique Laplace. Ils se garent en bas de sa rue. Véronique se planque près de la porte d'entrée et Mallory frappe à la porte. Dominique ouvre. Bonjour monsieur. Je suis en panne de voiture devant chez vous. Vous pouvez me donner un coup de main ? Tout le monde le dit, Dominique est un brave type, toujours prêt à rendre service. Ils le savent. Ils se méfient pas. Et Mallory Kubel le poignarde en plein cœur et le tue sur le coup.
Et là, Véronique Pierret sort de sa cachette, elle a la carabine à la main, et avec la crosse, elle frappe son ex 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tout en disant « Bravo Mallory, bien joué, et vlan, prends ça !» Une furie. Et puis ils s'en vont. Et sur le chemin du retour, Mallory et Véronique s'enfoncent dans la forêt de Saint-Gobain. Ils s'arrêtent le long d'un chemin de terre, et là, ils enlèvent tous leurs vêtements et leurs chaussures. Et ils les brûlent. Comme ça, si on les soupçonne, on ne trouvera pas sur eux de traces de sang. La première partie du pacte est accomplie. La deuxième partie, tuer José Barrère, est programmée pour le lendemain. Le lendemain, le 15 mars au soir, Véronique Pierret passe chez Mallory. Et ensemble, ils se rendent à Laon. Ils se garent près de chez José Barrère, et cette fois, c'est Véronique qui va servir d'appât, puisque José ne la connaît pas. Elle frappe au volet de sa porte d'entrée. « Qui c'est ? Bonsoir. J'ai rayé votre voiture en passant dans la rue. Je suis désolé, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un constat. » José Barrère sort de chez lui. Véronique le conduit jusqu'à l'extérieur. Et Mallory Cubel est en planque, armé de la carabine, et il tire. Et il lui colle une balle, en pleine tête. Et là, même scénario que la veille, ils repartent, la forêt, ils se déshabillent, et ils brûlent tous leurs vêtements. Et Émilie, dans tout ça. Émilie Viseur, quel est son rôle ? C'est son ex à elle qui vient d'être assassinée. Eh bien, les 2 soirs, elle reste chez Véronique. Et pendant que son mec et sa tante tuent 2 fois, elle, avec le téléphone portable de Mallory, elle envoie des SMS. Elle le géolocalise chez Véronique. Et elle lui fournit donc un alibi. C'est ingénieux. C'est bluffant. José Barrère n'aurait pas survécu et ne l'aurait pas balancé. C'était le crime parfait. Et le mobile alors, de ces 3-là? Véronique Pierret, c'est clair, elle ne supporte pas que Dominique ait refait sa vie, elle le liquide pour se venger. Émilie Viseur aussi, c'est clair, elle est possessive, elle n'accepte pas que son ex José revendique la garde de son fils. Alors elle le liquide, enfin c'est son petit ami, Mallory qui le liquide. Lui, on a un peu de mal à comprendre son mobile. Il est le dindon de la farce, il n'a aucun intérêt personnel à tuer ces 2 hommes. Sauf pour être agréable à sa petite amie et à sa tante. Et quand Mallory s'aperçoit qu'il s'est fait manipuler par ces 2 femmes et que c'est lui qui va payer le prix maximum, il ne le supporte pas. Il est rongé par le remords. Et au mois d'août 2014, ça fait 10 mois qu'il est en prison. Il se pend dans sa cellule de la prison de Laon. Et il laisse une lettre. « Je ne peux plus vivre avec ce que j'ai commis. » Au procès, il n'y aura donc que les 2 femmes dans le box. Et donc, pas de Mallory au procès. Véronique Pierret et Émilie Viseur se retrouvent seules dans le box de la cour d'assises de Laon le 14 novembre 2016. Et d'entrée, ce qui frappe, c'est l'attitude de Véronique Pierret. Depuis le box, elle fait des coucous à ses proches dans la salle. Et elle leur envoie des bisous, des clins d'œil. Elle se croit au théâtre. Et c'est très mal perçu par la famille de Dominique Laplace et celle de José Barrère. Et sans doute aussi que ça choque les jurés. Émilie Viseur, elle se fait plus discrète. Elle est recroquevillée dans son coin. On aperçoit à son cou les tatouages que José, son ex-assassiné, qui était tatoueur, lui a dessinés lui-même. En se pendant dans sa cellule, Mallory Cubel, le tueur, leur a rendu un fier service. Elles peuvent le charger et elles ne se gênent pas. Elles lui collent tout sur le dos. Elles n'ont rien fait, ni l'une ni l'autre. Tout est de la faute de Mallory. Tout. Véronique Pierret dit qu'elle voulait juste parler avec Dominique, pas le tuer.
C'est Mallory qui a voulu le tuer. Et le lendemain, idem, elle dit qu'elle va chez José pour récupérer des affaires d'Émilie, rien de plus. Je savais pas que Mallory avait une arme. Elle dit même quelque chose qui révolte la famille de Dominique Laplace. Avant de mourir, il m'a regardé. Il m'a dit « Pardon, ma chérie, je t'aime ». Et à la fin, comme dans tous les procès d'assises, on évoque la personnalité du défunt, et en l'occurrence la personnalité de Dominique Laplace. Et ses proches viennent expliquer qu'il était sensible, serviable, généreux. Et elle ose dire « Pensez-vous, c'était un alcoolique, c'était un lâche, c'était un coureur de jupons ». Et pour parfaire le portrait de Véronique Pierret, un collectionneur de monnaies anciennes de Toulouse est appelé à la barre. Je vous rappelle que Dominique Laplace passait son temps à battre la campagne avec son détecteur de métaux pour rechercher des pièces anciennes. Eh bien, 3 jours après la mort de Dominique, Véronique prend contact avec ce numismate pour récupérer une bague d'une valeur de 3 000 € que Dominique avait exhumée. Vénale avec ça. Et pourtant, quand ses proches défilent à la barre, ils en font un portrait souriant. Véronique, c'est quelqu'un de très chaleureux, de très humaine, de très souriante. Au point que la présidente de la cour d'assises doit remettre les pendules à l'heure. Elle a quand même été présente sur les lieux de 2 meurtres en 24 heures. Et après 2 semaines d'audience, le verdict tombe. Véronique Pierret est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Et Émilie Viseur, qui, rappelons-le, n'était pas présente au moment des meurtres, à 10 ans. Aucune des 2 femmes ne fera appel de ce verdict. Et pour débriefer cette histoire, je suis avec maître Cyril Bouchaillou, du barreau de Laon dans l'Aisne. Maître, un commentaire peut-être sur ce verdict. J'ai noté que les 2 femmes ne font pas appel, aucune des 2. C'est sans doute parce que c'est un verdict assez clément. Qu'en disent vos clients ? Alors c'est un verdict assez clément, on peut le penser, mais surtout c'est un verdict qui prononce la culpabilité des 2 co-accusés qui, comme vous l'avez démontré lors de votre synthèse, que ce sont 2 personnes, l'une recroquevillée dans son box et l'autre qui joue la comédie pendant 2 semaines. Et donc, je pense que le fait d'entendre la culpabilité a été une très bonne chose, en tout cas pour les parties civiles. Le fait qu'elles écopent toutes les 2 de peines extrêmement différentes, Véronique Pierret, 20 ans, Émilie Viseur, la moitié, 10 ans, recoupe le niveau de responsabilité, selon vous, de l'une et de l'autre ? Absolument. Je pense que d'abord nous avons un trio de meurtriers qui ont organisé de manière machiavélique ces 2 assassinats bien avant d'ailleurs le 15 et 16 mars 2013. Ils se connaissaient depuis au moins 2 semaines, 3 semaines. Et ils en parlaient depuis 2-3 semaines, quoi. Oui. Ils se connaissaient depuis plusieurs semaines. Et c'est à l'occasion de certaines rencontres que ce mauvais film a été échafaudé par les 3. Et je pense que Véronique Pierret a sans doute été celle qui a tiré les ficelles, si je puis dire, puisqu'elle n'avait qu'une haine incommensurable envers Dominique Laplace. Et elle voulait d'ailleurs récupérer une parure aristocratique à son domicile depuis plusieurs années, et elle se dit tiens, c'est peut-être l'occasion, parce que cela n'a pas été évoqué peut-être lors de l'exposé, mais c'est aussi l'un des mobiles de l'assassinat de Dominique Laplace qui a fait que finalement Véronique Pierret a organisé d'une certaine manière cet assassinat, et comme il y avait aussi Émilie Viseur qui avait un démêlé avec José Barrère, on s'est dit certainement à 3, tiens, on va faire d'une pierre 2 coups. Est-ce que Véronique Pierret est le leader de cette entreprise criminelle, selon vous ? Est-ce qu'elle est le leader ? Je pense que les peines le démontrent. Elle est condamnée à une peine de 20 ans.
le double de la peine de d'Émilie prononcée à Viseur. l'encontre d'Émilie Viseur, qui d'ailleurs, je rappelle, avait qu'un rôle sur les 2 soirées, celui de tenir le téléphone de feu Monsieur Cubel, qui devait donc borner dans la zone dans laquelle elle se trouvait, ce qui permettait effectivement d'obtenir un alibi pour le tueur. Mais c'est elle tout de même qui a l'initiative. Enfin, d'après le récit que j'en ai fait, vous me dites si j'ai eu tort, mais c'est elle qui, la première, demande à Mallory de tuer son ex, José Barrère. Et c'est ensuite que vient cette opportunité pour Véronique Pierret de se venger, elle aussi, de son ex. C'est difficile de le dire ainsi. Il y a de la vérité judiciaire. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont 2 destins croisés, avec Véronique Pierret qui a une haine envers Dominique Laplace et qui souhaite l'exécuter. Elle a donc la matière, si je puis dire, puisque elle a un tueur entre ses mains qui n'est autre que son neveu. Et puis Émilie Viseur qui raconte effectivement qu'elle a également des démêlés avec José Barrère, mais je pense que c'est plutôt dans cet ordre. C'est-à-dire que je pense que Émilie Viseur vient après. Il y a eu quand même une coïncidence qui n'a pas été évoquée dans le sujet. Cette coïncidence, c'est le 16 mars. 16 mars 2013. Le lendemain donc des 2 meurtres. Absolument. Le 16 mars 2013, José Barrère bénéficiait, par un juge aux affaires familiales, bénéficiait d'un droit de visite en lieu neutre pour l'enfant commun. Oui. Et ce 16 mars 2013, José Barrère avait donc une visite en lieu neutre à 15h. Il a assassiné dans la nuit du 15 au 16 mars. Oui, donc c'est très très lié au droit Absolument. de visite à l'égard de l'enfant. Je voudrais qu'on essaye de répondre quand même à cette question. Pourquoi et comment Mallory Cubel se trouve-t-il embarqué dans cette histoire? Parce que lui, il tue 2 hommes qu'il ne connaît pas de sang-froid. Comme l'indique le sujet, il est le bras armé de 2 femmes. Qui le manipule? Et il bascule, je pense, parce qu'il est influencé par la tante qui a, je pense, une énorme influence sur ce jeune homme. Et sa petite amie, Émilie Viseur également, qui a, j'allais dire, un ascendant sur lui. Les 2 ont un ascendant sur lui. Et je pense que tout va basculer à ce moment-là, c'est-à-dire que il va prendre pour argent comptant les instructions qu'on va lui donner. C'est un faible, quoi. Absolument. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Véronique Pierret que vous avez eu face à vous pendant ces 2 semaines de procès d'assises que nous n'aurions pas ressenti, pas vu, pas totalement compris? Quelle sorte de femme est-elle? On dit qu'elle est rousse, qu'elle est plutôt jolie, qu'elle est assez expansive, que c'est plutôt ce qu'on appelle quoi, la bonne copine d'apparence? Alors oui, je me souviens d'un témoignage de personnes qui travaillaient dans le secteur infirmier. Et on parlait d'elle comme étant une humaniste, ce qui est d'ailleurs tout à fait aux antipodes de ce qu'elle peut être au moment des faits. Une humaniste, rigolote. Humaniste, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui aime faire la fête aussi, qui n'a rien à voir avec l'image évidemment de la commanditaire de crimes. On ne voit pas d'ailleurs une telle image dans un trio de tueurs en série, parce qu'on peut les considérer comme des tueurs en série, tous les 3. Et j'ai eu ce sentiment, en tout cas lors du procès, que nous avions en face de nous finalement la comédie dell'arte, c'est-à-dire franchement une actrice extraordinaire, un peu à côté de la plaque. Et je pense qu'il y a un témoin qui en parle très bien d'ailleurs lorsque elle va surtout à l'enterrement de Dominique Laplace. Et lorsqu'elle va à l'enterrement de Dominique Laplace, elle y va avec ses béquilles et elle joue la comédie devant tout le monde parce que ça va très loin. Et par-delà même cette observation, je pense que cela montre évidemment, et le sujet le montre bien d'ailleurs, cela montre l'absence d'empathie vis-à-vis de ces victimes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Émilie Viseur maintenant, qui est donc l'ex de José Barrère, dont vous représentiez les intérêts? Elle est beaucoup plus introvertie
que Véronique Pirret. Absolument. Elle est sur la réserve. Et d'ailleurs, j'ai eu la faiblesse de penser pendant le procès, je l'ai dit, que Émilie Viseur, finalement, était peut-être la plus machiavélique. Pourquoi ? Malgré le fait qu'elle soit effectivement sur cette réserve, elle parlait très peu, elle répondait pratiquement pas aux questions, on l'entendait à peine. C'était caché peut-être quelque part un rôle finalement qu'elle a bien plus important peut-être aussi. Mais ça, l'histoire ne le dit pas parce qu'il y a beaucoup trop de contradictions. Mais peut-être a-t-elle eu la plus haute responsabilité, effectivement, en demandant d'aller tuer d'abord José Barrère, puis ensuite, dans le cadre d'un pacte diabolique, on considère que pour faire du donnant-donnant, on va tuer Dominique Laplace. Alors, ce qui frappe aussi dans cette affaire, c'est le travail de professionnel qui est réalisé manifestement sous la houlette de Véronique Pirret, puisqu'on ne trouve aucune trace ADN, pas un poil, pas un cheveu, tout ça parce qu'elle a fourni le matériel. Elle s'est expliquée là-dessus ? Absolument. Effectivement, on a cette sensation, puisque chez Dominique Laplace, on ne trouve pas d'ADN, on ne trouve pas de traces particulières. On trouvera plus tard, bien plus tard, lors d'une perquisition chez Véronique Pirret, une loupe qui appartenait à Dominique Laplace. Cette loupe était présente, d'après les proches témoins, dans la maison au moment du crime. Mais avant d'en arriver là, effectivement, on ne trouve pas de traces d'ADN. On n'a pas d'éléments qui permettent effectivement de remonter à l'assassin. Elle s'équipe elle-même de gants, de bonnets. Elle équipe Mallory de gants, de bonnets. Oui. Après le crime, ils vont dans la forêt. Ils enlèvent tous leurs vêtements, sage précaution. Il n'y a pas de poudre. Comme des professionnels. Comme des professionnels. Il n'y a pas de oui. poudre sur les mains de Mallory. Il n'y a pas non plus d'éclaboussure de sang sur aucun des deux. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont expliqués là-dessus. Ils ont regardé les experts toutes les semaines à la télévision. Ils ont trop vu fait entrer l'accusé ? Alors moi, mon avis, c'est parce que c'était une organisation préparée largement à l'avance et non pas la veille, comme elle tentait de l'expliquer, en tout cas lors du procès. C'est une organisation qui est faite lors de 2 week-ends et d'ailleurs le dessein criminel, il n'est pas la veille, il n'est que 2 semaines, 3 semaines avant. Et je pense que Véronique Pirret a pensé à tout. Alors, elle a peut-être une imagination débordante, mais il n'en demeure pas moins que elle a été efficace. Vrai, absolument. D'ailleurs, elle va s'habiller, elle met plusieurs vêtements sur elle. Elle met des bottes. Systématiquement, c'est le même mode opératoire. Ils mettent des vêtements doubles sur eux. Ensuite, lorsqu'ils repartent, ils vont aller brûler les vêtements. Ils vont jeter des armes dans les étangs, dans la forêt de Saint-Gobain. Et le même mode opératoire aussi pour Dominique Laplace et José Barrère, c'est l'histoire du constat, problème de voiture en panne. C'est tout à fait bien pensé, mais bien pensé longtemps à l'avance. Merci beaucoup, Maître Bouchaillou. C'était une affaire passionnante qui n'a pas eu beaucoup d'écho à l'époque, ni au moment du procès, ni au moment du meurtre. C'est un des mystères du récit des affaires criminelles. Certaines affaires intéressantes comme celle-là passent à l'as et ne sont racontées par personne ou par pas grand monde. Nous nous sommes rattrapés aujourd'hui en vous la racontant. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.